Salut tout le monde, Bruno pour un nouveau blog. On va partager avec vous aujourd'hui beaucoup d'informations sur l'actualité. Vous avez remarqué dans les dernières semaines qu'on avait une espèce de modus operandi. D'abord, on vous présentait les nouvelles importantes, on discutait de l'actualité, de ce qui se passait sur le plan géopolitique, politique. Puis ensuite, comme dernier point, on faisait une analyse technique sur un ou plusieurs titres. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par le moins important pour éventuellement vous donner de l'information sur l'actualité la plus brûlante, c'est le cas de le dire. Et puis, on espère évidemment que vous allez apprécier. Je vous répète qu'on est là pour vous. On a un bureau à Montréal, dans le centre-ville, dans le Vieux-Montréal pour être plus précis. Si ça vous tente de venir nous visiter, il n'y a aucun problème. Excusez-moi. La seule chose que je vous demande, c'est de m'appeler auparavant parce que, primo, je ne suis pas toujours là et quand je suis là, je peux être occupé. Mais normalement, on est très, très heureux de vous rencontrer. Il n'y a pas de problème. Faites-nous des commentaires, les thumbs up, on s'en nourrit. C'est nécessaire pour avoir de la dynamique sur le site. Plus on est diffusé, plus on a de gens, plus on est capable de faire un travail qui est adéquat. Et puis, on va essayer au fur et à mesure de se démarquer. Dans le futur, on va essayer de donner une information qui est un petit peu plus ressentie que ce qu'on retrouverait dans des réseaux traditionnels. Parce qu'évidemment, on est des traders et pour nous, ce qui est important, c'est d'être capable de convertir cette information-là en action. Parce qu'on va avoir à prendre position tôt ou tard sur les marchés. En se servant de la géopolitique, de la politique, on peut prendre, pour ceux qui sont des investisseurs ou des traders swing, on peut prendre des positions qui sont plus avisées. Et pour ceux qui vont trader à court terme, c'est aussi nécessaire parce qu'évidemment, quand il y a beaucoup de turmoil sur les marchés, beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de volatilité. Donc, les choses peuvent changer radicalement. Puis, c'est nécessaire que vous soyez le plus efficace possible pour essayer d'augmenter vos chances. Déjà que le trading en soi, c'est pas très facile. Si en plus on ne prend pas les avantages quand on les a, qui s'offrent à nous, bien, ça devient catastrophique. Donc, je vais vous parler du modus operandi de Donald Trump. Vous avez vu que M. Trump, dans les dernières années, a été capable, peu importe les situations, de nier plusieurs faits et puis de toujours se poser comme celui qui a réussi. Et c'est intéressant parce que dans un mois, il y a un film, même moins d'un mois, il y a un film qui va sortir qui s'appelle The Apprentice, qui est du même nom que l'émission que M. Trump avait aux États-Unis où il limogeait des gens. Et dans ce film-là, qui vient d'être fait, on va montrer M. Trump dans les années 70 quand celui-ci apprenait d'un avocat, M. Cohn, qui lui a inculqué quelques notions qui semblent se répéter dans les comportements de M. Trump actuellement. Donc, ce que je vous donne là, c'est un petit peu comme un outil pour essayer de décortiquer la manière de faire de M. Trump. Donc, M. Trump, actuellement, peu importe les situations, applique 3 règles. Donc, la première, c'est, je vais le dire en anglais, « Never admit you're wrong ». Jamais admettre qu'on a tort. Et on le voit dans les débats, on le voit par rapport aux politiques qui ont été menées durant le COVID et avant. M. Trump a toujours raison. Et quand il y a des problèmes, c'est ses collaborateurs qui écopent, ou c'est les démocrates, ou les libéraux qui ont tenté de lui nuire, ou le FBI est incompétent, c'est toujours la même mécanique qui opère. Et ça, c'est une des règles d'or que M. Roy Cohn avait enseigné à Donald Trump. M. Roy Cohn, on va en parler un petit peu, c'est un avocat qui était très contesté, un type qui vient de New York, qui a travaillé avec Donald Trump, qui a travaillé aussi beaucoup avec Joseph McCarthy à l'époque de la chasse aux sorcières aux États-Unis, donc entre les années 40 et les années 50. Donc, il était partie prenante de cette chasse au communisme-là que M. McCarthy menait, le marteau à la main. C'est vraiment ça qui se produisait.
La deuxième règle que M. Cohn a enseignée à M. Trump, c'est de toujours attaquer, de jamais se défendre. Donc, en anglais, on dit « attack, don't defend ». Et pour M. Trump, évidemment, prendre le contre-pied de ses adversaires, même quand il est dans une situation où normalement il devrait être KO ou en tout cas en déséquilibre, ça devient un petit peu perturbant, puis ça l'a favorisé souvent. On l'a vu à plusieurs reprises, prendre le relais d'attaque qu'on lui faisait, puis de se servir de ça pour rebondir, puis frapper encore plus fort. On pourrait dire, par exemple, que par rapport à on pourrait dire que dans plusieurs situations antérieurement, ce comportement-là lui a été bénéfique. La dernière règle que M. Cohn a partagée à Trump, c'est « fight to the end ». Donc, peu importe les résultats, peu importe ce qui se passe, M. Cohn, Roy Cohn disait à Trump, « Tu dois poursuivre la bataille comme si elle n'était pas perdue. Tu dois toujours te montrer fort, propager une image d'invincibilité si tu veux, à un moment donné, avoir des chances, même dans un contexte où ce que tu entretiens, c'est ni plus ni moins de l'illusion, tu vas être capable de te faire valoir. Parce que les gens, évidemment, sont influençables, sont mal informés, et puis aussi par frustration ou manque d'éducation ou manque d'intelligence, on peut à un moment donné prendre différentes positions par rapport à quelque situation que ce soit qui vont s'avérer fausses. Donc, ça s'est fait auparavant dans l'histoire. L'Europe, dans les années 20, a tranquillement dérivé vers le fascisme. C'était pas tous des idiots, mais les gens ont été convaincus que les régimes qui semblaient forts étaient probablement ceux qui allaient faire le mieux. Puis on a vu par la suite que c'était pas nécessairement ça. Souvent en politique, ce qui semble être et ce qui est, c'est très, très, très différent. Donc, quand je vous dis qu'il y a des gens moins intelligents des fois qui peuvent tomber dans le panneau, bien, croyez-moi, il y a des gens très, très, très intelligents aussi qui peuvent le faire. Évidemment, moi, j'ai un parti pris anti-Trump, comme vous le savez, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui défend les démocrates bec et ongles, parce que le parti, depuis les années 60, a dérivé beaucoup, beaucoup. Et il est inféodé maintenant au corporatisme américain. Les caisses de parti, ça ne se remplit pas en pétant dans son bain. Il faut vraiment se rendre aux volontés des gros joueurs. Et tristement, la politique américaine, maintenant, c'est une politique de lobby, c'est une politique d'argent. Et les démocrates, à ce titre-là, font souvent, dérivent énormément et oublient le citoyen. Actuellement, on promet beaucoup. On verra bien ce qui va être fait dans les prochains mois, advenant une victoire d'Harris, parce qu'on s'entend que, encore une fois, si les gens sont déçus des promesses et des réalisations, tranquillement, pas vite, on va installer une mécanique qui va nous ramener l'extrême droite aux États-Unis, même si Trump n'est plus là. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui sont beaucoup plus radicaux que lui, comme Fuentes, qui pourraient prendre le relais. Peut-être pas lui, mais en tout cas, dans cette mouvance-là, il y a des gens qui pourraient prendre le relais. Donc, je vous parlais de M. Cohn. M. Cohn, c'est un avocat et c'est un type qui était reconnu pour être sans concession, très brutal et qui avait une façon de faire qui était empreinte d'arrogance. Et puis, son personnage, évidemment, a été très contesté du temps où il officiait. C'est un type qui me fait penser un petit peu à Roger Stone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Roger Stone, c'est un personnage politique qui a milité pour les Républicains, qui a travaillé pour eux. Et il y a un excellent documentaire qui a été fait sur lui qui s'appelle « Get Me, Roger Stone ». Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, allez voir ça. C'est juteux. Le type est vraiment caricatural. Et puis, c'est très particulier. C'est un gars très intelligent, extrêmement dynamique, puissamment malsain, tordu au sommet.
Et puis, il y a un peu comme la tête, vous regarderez ça, vous ferez une idée là-dessus. Il y a la tête un peu comme Alf, l'espèce de marionnette. Il y avait une espèce de programme TV à l'époque avec cette espèce de grosse marionnette-là. Et quand j'ai vu Roger Stone, la forme de son crâne, je me suis dit, tiens, ça doit être un parent de Alf. Donc, vous irez voir ça. C'est mon côté enfantin quand je regarde des personnages de cette envergure-là qui ont les deux pieds dans la boîte. Je vous parlais tout à l'heure du fait que si les démocrates remportent les élections et déçoivent l'électorat, bien évidemment, il peut y avoir des réactions qui ne seront pas nécessairement positives pour l'Amérique tout court. À ce titre-là, les Teamsters, donc un des plus gros syndicats, je crois qu'il y a 1 300 000 membres aux États-Unis. Donc, les Teamsters, hier, ont déterminé qu'ils n'allaient pas appuyer Kamala Harris parce qu'ils considèrent que les démocrates ont été très peu bénéfiques pour eux. Donc, c'est un des principaux syndicats aux États-Unis. Et les Teamsters, depuis Al Gore, votaient systématiquement pour les démocrates. Ils ont consulté leurs membres et ils se sont aperçus que dans leurs membres, il y avait 60% des Teamsters, des gens qui conduisent des camions, qui étaient pour Donald Trump, puis 38% pour Kamala Harris. Donc, il y avait un petit pourcentage de gens qui s'abstenaient. Les Teamsters, je vous rappelle, c'est le syndicat de Jimmy Hoffa, qui a été assassiné. Il y a eu un film sur lui. C'est à l'époque de Robert Kennedy. Il y avait eu aussi une grosse enquête sur ce syndicat-là, qui était inféodé à la mafia à l'époque. Donc, c'est de lui qu'on parle. Évidemment, maintenant, on est en 2024, on est ailleurs. Mais le fait que ce syndicat-là retire son appui officiellement à Kamala Harris, c'est une claque sur la gueule, c'est un désaveu et ça dit ce que ça veut dire. On va parler maintenant d'un sujet plus important, parce que là, je vous ai donné des outils pour un peu décortiquer le modus operandi de M. Trump. On va parler maintenant de l'annonce hier de la Fed de couper les taux d'intérêt de 0,50, alors que beaucoup d'intervenants prédisaient un 0,25. Moi, j'étais de ceux-là, j'étais de ceux qui croyaient que la Fed allait couper, mais peu. Elle nous a pris par surprise. Il y a probablement une influence politique. Les élections sont le 5 novembre, on s'en rappelle. Donc, il y a sûrement eu, derrière les rideaux, des discussions qui ont fait en sorte que cette décision-là a été prise. Parce qu'actuellement, le contrôle sur l'inflation et le chômage ne sont pas parfaits. Je vais vous donner d'ailleurs des chiffres à ce titre-là. Donc, au niveau de l'inflation, en avril, on était à 3,4. En mai, on était à 3,3. En juin, on était à 3. Et en juillet, 2,9 ou 2,5. Donc, normalement, la Fed, ce qu'elle veut, c'est de ramener ça à 2%. C'est un de ses rôles. L'autre rôle de la Fed, au-delà de contrôler l'inflation, c'est de maintenir des conditions gagnantes pour les travailleurs. Donc, que l'emploi reste dynamique. Et au niveau de l'emploi, ce qu'on voit, si on prend avril, on était à 3,4 de gens qui ne travaillaient pas. Donc, c'était très bon. Au mois de mars, au mois de mai, 3,7, un petit peu plus élevé. Mois de juin, ça descend un peu, 3,6. On arrive au mois de juillet, 3,5. Et là, mauvaise nouvelle en août, 4,2. Vous pouvez aller voir ces nouvelles-là sur les sites officiels du gouvernement. Vous pouvez aller sur iChart et regarder l'information sur le US Unemployment. Et vous allez avoir toutes les données mois après mois. Donc, vous voyez qu'au mois d'août, mauvais chiffre. L'inflation n'est pas contrôlée. L'emploi
n'est pas tout à fait là où on aimerait qu'elle soit, un petit peu moins d'emplois qu'il y en avait. Donc, les conditions n'étaient pas gagnantes pour baisser les taux jusqu'à 0,50 et ça a été fait. On peut comprendre que probablement que M. Powell et son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul là-dedans, on parle des grandes banques là, qui vont déterminer avec leurs grands économistes ce qui va être fait, et ils ont décidé d'aller de l'avant et de baisser plus qu'anticipé, probablement pour pouvoir dynamiser les marchés. Ils ont probablement une vision là-dessus, à ce propos-là, bien qu'on n'ait pas encore un contrôle sur l'inflation et l'emploi est un petit peu moins performant que par le passé. Il y a probablement des attentes par rapport à ça. On se dit que probablement la mécanique est en place, puis que les choses vont se replacer. Mais bon, il y a beaucoup de traders, des gens qui sont sur les marchés, qui pensaient que M. Powell resterait conservateur et maintiendrait les taux actuels plus longtemps pour s'assurer que les choses se remettent en place, qu'ils se donnent de la marge pour éventuellement arriver à ça. Mais ça s'est fait et on va voir l'impact de ces politiques-là sur le marché. Le marché des devises aussi va être impacté. Pour l'instant, j'aurais de la misère à me prononcer. Je vous dirais qu'il faut faire des observations, puis il faut faire des observations sur le marché, regarder ce qui se passe, les chiffres, les commentaires, les réactions, puis éventuellement des analyses techniques soutenues pour pouvoir, dans quelques jours, quelques semaines, bien définir la situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas trader jusqu'à là, mais il faut quand même se donner le temps de digérer tout ça. Pour ceux qui s'intéressent, il y a des indicateurs qui peuvent nous permettre une meilleure lecture, en tout cas une meilleure anticipation d'une récession qui est en marche. Donc, on parle évidemment d'outils comme le SAM et il y a le PIB, il y a aussi d'autres annonces sur le marché qui vont nous donner un petit peu une information adéquate pour pouvoir anticiper cette chute-là. Mais le SAM, c'est probablement le meilleur outil, ou en tout cas un des meilleurs outils. J'aimerais prochainement vous en parler en détail, parce que c'est important, si jamais on s'en va vers des temps plus durs, que vous ayez en main finalement des outils d'analyse qui vont vous permettre de vous forger une idée et de ne pas être seulement à la remorque de ce que les gens disent. Il n'y a aucun outil qui est parfait. Dans le domaine du trading, malheureusement, on travaille toujours avec des approximations. Nos anticipations se forgent à partir de probabilités, de certains data qui nous donnent certains calculs de data qui nous donnent de l'information. Et si les outils sont bons, ils ne sont jamais parfaits, tristement. Il faut faire avec. Dans les périodes de grande volatilité, ça c'est une aparté que je vous fais, c'est toujours bon de travailler avec des outils qui vont capturer, en termes d'analyse technique, cette volatilité-là. On parle de Keltner Channel ou du Bollinger Band. C'est probablement les deux meilleurs outils pour être capable de comprendre les possibles du marché, ou en tout cas d'être sur la vague au bon moment. Le Keltner Channel travaille avec une moyenne mobile par défaut de 20 et on calcule l'ATR, l'Average True Range, sur 20 jours, et c'est ça qui va nous donner finalement les bandes du haut et du bas. Et ces bandes-là, en fait, nous permettent de mieux faire une meilleure lecture des cassures potentielles ou des retours. On l'expliquera ça aussi. Et les bandes de Bollinger, bien évidemment, là, on travaille avec un log of return, des écarts type de 2. Et la moyenne mobile aussi est une moyenne mobile de 20, sauf que
Dans le cas du Keltner Channel, c'est une exponential moving average, alors que avec le Bollinger Band, on se retrouve avec une simple moving average. Mais il y en a qui peuvent la changer et mettre un exponential moving average. C'est presque la même chose, mais il y a des petites différences quand même. Il y en a un donc qui travaille avec l'ATR, l'Average True Range, et l'autre travaille avec les écarts types. Ça donne beaucoup plus de nervosité en faveur du Bollinger Band. Donc, quelqu'un qui travaille à plus court terme pourrait utiliser les Bollinger Band, mais il pourrait aussi avoir d'autres écrans sur lesquels il regarde la même configuration, les mêmes time frames avec le Keltner Channel. Le Keltner Channel, vu qu'il bouge moins rapidement, moins nerveux, va nous donner souvent sur des positions à moyen plus long terme des réponses qui sont souvent meilleures, mais pas toujours. Donc, c'est toujours par observation, en fonction des marchés sur lesquels vous êtes, que vous allez pouvoir bénéficier de l'information qu'on vous donne présentement. Éventuellement, on va regarder ça de façon plus pointue ensemble. Donc, je termine l'actualité sur Israël. Comment passer à côté? Donc, Israël, cette semaine, il y a 2 jours, a fait quelque chose d'impensable, digne d'un film de science-fiction. Les membres du Hezbollah se sont retrouvés avec des pagers qui leur ont pété à la ceinture. Et ils se sont retrouvés aussi avec des walkie-talkies dans une deuxième vague d'explosion qui leur ont explosé aux oreilles. Ça s'est fait sur 2 jours et ça continue, je pense, même maintenant. Tous ces appareils-là avaient été commandés de l'étranger pour leur permettre d'échanger entre eux. Donc, Israël, d'une façon ou d'une autre, a été capable de tomber sur le matériel avant qu'il soit envoyé ou quand il transitait, avant qu'il soit entre les mains des gens du Hezbollah. Et un travail apparemment qui prenait des milliers d'heures pour pouvoir mettre des charges explosives dans les pagers et dans les walkie-talkies. Ce travail-là a été fait probablement par le Mossad et peut-être qu'il y avait l'armée aussi israélienne qui planifiait le coup. Mais en tout cas, Israël a réussi, sans se faire voir, durant le transit de ces appareils-là, à mettre des charges explosives et à faire exploser ça à l'unisson quand il y a 2 jours. Donc, il y a des gens qui avaient des pagers. D'un coup, les explosions se sont faites. Et le lendemain, même chose pour les walkie-talkies. On a plus que 3000 blessés. Et on a plus que, je crois que c'est 30 quelques morts, si je ne me trompe pas, ou 7 morts. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont estropiés. C'est un coup de force. Mais c'est un coup de force qui est décrié par l'ONU. Et il y a beaucoup de pays occidentaux qui s'opposent à ce genre de façon de faire-là, qui est tout à fait en contradiction avec le droit international. Parce que même si on cible seulement des individus qui sont avec le Hezbollah, on est sur des territoires étrangers et on risque de blesser beaucoup de monde autour qui sont des civils. Bon, Israël, c'est pas familiarisé, ça n'a pas fait grand cas de la situation. Ce qui est incroyable, c'est que les services de renseignement israéliens aient été capables d'avoir accès à cette information-là, puis que l'armée israélienne et le Mossad, qui sont des services secrets d'Israël, qui ont été capables d'agir aussi rapidement avec autant d'efficacité. Donc, ça efface un petit peu les bévues qui avaient été faits au Liban dans la dernière guerre. Là, les services de renseignement ont été extrêmement, extrêmement keen. C'est incroyable. Donc, tous ceux qui ont été blessés ou tués, je peux vous dire, pour avoir vu des images et des vidéos, que c'est vraiment pas beau, ils sont pas tous morts, mais ils sont un œil parti, une oreille qui est plus là, une jambe qui manque. Vous voyez le style un peu. Tous ceux qui ont été blessés ont été obligés d'aller dans des hôpitaux. Et ça permet à Israël, encore une fois, de recenser beaucoup mieux qui sont les principaux intéressés, qui sont les gens qui sont impliqués dans l'action du Hezbollah. Parce que normalement, ces gens-là fonctionnent de façon secretive, sont dans le secret. On ne les connaît pas nécessairement. Donc, tous les petits lieutenants de coin de rue, maintenant, Israël les connaît beaucoup mieux. Elle est capable de les identifier.
Et aussi, ben, croyez-moi, ça donne un coup très dur pour cette organisation-là, qu'Israël nomme organisation terroriste. Ça leur donne un très, très gros coup parce que là, ça montre la force des Israéliens. Et dans la population aussi iranienne et libanaise, il y a eu une espèce de folie furieuse qui s'est installée. Les gens jetaient leur téléphone, pilaient dessus. Tout le monde se sent vulnérable. Donc, cette action secrète-là a tout changé. Et Israël, probablement, a été dans cette direction-là pour accentuer les tensions, pour probablement provoquer une réaction qui justifierait éventuellement une contre-attaque. Donc, comme je vous dis, on a tout lieu de penser que le Mossad et l'armée israélienne sont derrière le coup. Probablement que ça sera jamais officialisé, parce qu'un service secret, normalement, ça ne s'annonce pas comme une compagnie de crème glacée. Ils vont garder ça pour eux, mais ils ont quand même réussi leur coup. Je vous disais que de telles actions, c'est contre le droit international, et c'est un fait. On a vu aussi, suivant ces actions-là, des Juifs en Israël danser la kippa sur la tête parce qu'on venait d'attaquer leur ennemi et les pogoiser, c'est le cas de le dire. On a réussi là, à les baiser sur les grandes coutures. Et ce qui fait plaisir à un ne fait pas nécessairement plaisir à l'autre. Cette situation-là met les Américains un petit peu sur les dents parce qu'il va y avoir une intensification. Et on voit maintenant que c'est réellement le désir de la droite israélienne que d'aller vers une accentuation du conflit. Ça va obliger les Américains de prendre plus position qu'ils voulaient. Et on tombe en élection aux États-Unis. On ne voudra pas, du côté des démocrates, créer trop de bisbilles en prenant nos distances par rapport à tout ça. C'est judicieux. C'est important aussi de vous dire qu'à l'extérieur d'Israël, il y a quand même beaucoup de Juifs, parce que quand on parle d'État juif ou des Juifs en Israël qui sont très radicalisés, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas du tout. Puis aux États-Unis, il y a une frange de jeunes très éduqués qui ont pris leur distance par rapport aux politiques d'Israël depuis longtemps et qui soutiennent finalement les Palestiniens dans leur volonté d'avoir leur pays, leur autonomie, dans un État, dans un environnement équilibré où la justice prédomine. Si jamais vous êtes intéressé à lire ou aller voir des vidéos sur YouTube de personnes extrêmement intéressantes sur le sujet, de gauche, de centre et de droite, je vous recommande Alain Sipel, un Français d'origine juive, Shlomo Sand, qui est un écrivain qui vit en Israël, extraordinairement intéressant, Gideon Lévy, qui écrit pour le Haaretz en Israël, un type que j'aime beaucoup aussi, Norman Finkelstein, un juif américain, reconnu pour ses positions pro-Palestine, qui est aussi l'ami de Noam Chomsky. Je crois que M. Chomsky n'a plus de besoin de présentation. C'est un des plus grands intellectuels activistes de notre siècle. Il y a John Mearsheimer aussi, un scholar, un professeur aux États-Unis qui a écrit des livres sur les actions d'Israël et l'espèce de narratif empli de fausseté qui est soutenu par cet État-là et l'impact que ça a, évidemment. Donc ça, c'est des gens, évidemment, qu'on pourrait considérer comme de gauche vers le centre. Et il y a aussi des gens, je vais vous donner M. Alan Dershowitz, qui, lui, est un avocat qui milite pour Israël, ou Bernard-Henri Lévy, un Français, qui, lui aussi, bec et ongle, va soutenir Israël, ou M. Finkielkraut, qui est un Français aussi. Donc, c'est important tout le temps d'aller voir ce qui se fait de part et d'autre pour pouvoir vous forger une idée intéressante. Donc, quand je vous disais qu'il y a une frange de Juifs aux États-Unis, de Juifs américains, qui s'opposent à tout ça, il y en a aussi en Israël, sauf qu'en Israël, le sionisme, l'idée du sionisme est portée à son fait et tout le monde
la majorité des gens sont radicalisés, sont beaucoup plus durs, tiennent une ligne politique beaucoup plus dure. Mais évidemment, il y a des gens là-bas aussi qui prennent un pas de distance par rapport à tout ça. L'exemple étant Shlomo Sand et M. Gideon Lévy. C'est des exemples d'intellectuels qui ont pris le contre-pied des politiques qui sont menées présentement. Donc, l'Iran actuellement, qui supportait le Hamas et le Hezbollah, est ciblé directement par ces attaques-là. Et il va se produire quelque chose. Pourtant, l'Iran, après ces attaques-là, est quand même déstabilisé. Puis, quand on ne sait pas d'où les coups viennent et que les coups nous font mal, on est moins fort sur la pédale. C'est ce qu'on voit présentement. Toutes ces situations-là vont avoir un impact encore plus marqué sur le marché. Ce qu'on vous disait il y a quelques jours par rapport au pétrole, par rapport aux matières premières, parce que des bombes, on ne construit pas ça en sucre. Ça prend des métaux, ça prend de l'acheminement. L'acheminement se fait avec des bateaux ou des trains ou des avions ou par la route. Donc, toute cette infrastructure-là est touchée directement ou indirectement par ce conflit-là. Ça va bouger. Donc, je vous invite à regarder globalement le marché ou le secteur dans lequel vous êtes investi pour voir dans quelle mesure vous allez avoir un contre-effet des actions qui ont été faites dans les dernières semaines. Maintenant, il y a un conflit aussi mondial. On pourrait s'en aller vers un conflit qui dégénère et qui amène les belligérants là, à augmenter l'intensité, puis ça pourrait aller jusqu'à toucher directement le monde. Ça pourrait aller jusqu'à là. On n'est pas encore rendu là, soit dit en passant, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut anticiper. Donc, c'est pour les grandes lignes. Allez voir sur cette situation-là. Il y a des reportages qui sont incroyables. C'est vraiment impressionnant, même si je ne suis pas pour du tout. En termes d'efficacité, en termes de compétences, c'est fort. C'est fort. OK. Donc, on s'en va vers notre analyse technique. On va regarder quelques bébelles encore aujourd'hui. Petite observation du heatmap. Plutôt vert aujourd'hui. Apple 3.7, Nvidia 4.8, Microsoft 1.8. Les secteurs des technologies et des technologies services, c'est positif. Puis, quand on regarde ailleurs, c'est plus mitigé. Mais c'est quand même pas mauvais. C'est beaucoup mieux, en tout cas, que les derniers jours. Donc, probablement que les politiques monétaires, ils sont pour quelque chose. Puis, on pourrait voir un engouement dans les prochains jours, un rallye s'installer. Faites vos observations, due diligence, comme on le disait. On va regarder maintenant le USD JPY. Donc, USD JPY, malgré l'annonce hier, donc hier, on a eu une espèce de grand marteau. En tout cas, c'est pas un marteau parce que c'est pas la configuration parfaite, mais vous voyez là, une espèce de marteau doji, si on veut, là. Je vais juste effacer ça. OK. Je voulais l'identifier, c'est fait. Donc, il y a eu une descente, puis il y a eu une reprise. Et la reprise, hier, a fait en sorte qu'on a eu une descente jusqu'à ici, puis le marché ensuite a fermé ici. Puis aujourd'hui, on a monté, puis on est redescendu. Donc, on sent tranquillement, pas vite, qu'il semblerait y avoir des échanges en faveur peut-être d'une reprise. Moi, je crois qu'on va remonter dans ces niveaux-là, ou peut-être à ce niveau-là, assez rapidement. La RSI est encore en dessous du niveau 50. L'ATR, l'Average True Range, qui nous donne pas la direction, mais qui nous donne les mouvements qui sont faits sur les 20 derniers jours, là, actuellement, ce que ça nous dit,
c'est qu'on a une évolution de 184 à peu près à la hausse comme à la baisse. Donc, il y a une espèce d'évolution à la hausse puis à la baisse. Il faudrait le prendre à partir de l'ouverture du marché, mais ça vous donne un petit peu une idée. Donc, l'ADR, ça nous donne une espèce de range à l'intérieur duquel on devrait travailler. Et la meilleure façon pour observer ça, c'est d'utiliser notre Keltner Channel qu'il y a actuellement sur l'écran. Donc, l'écran actuellement, quand je fais mon observation en daily, ce que ça me dit, c'est que pour les 20 derniers jours, voici l'écart dans lequel on travaille. Et si je réduis, admettons que j'allais voir ça en heures, bien, là, c'est beaucoup plus précis. Quand on arrive au bout des bandes, bien, soit il va y avoir soit la progression, la régression va stopper. On va faire une lecture avec les autres outils pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et auquel cas, si ça stoppe, ça va revenir probablement dans la moyenne ou plus bas. Puis si on dépasse ces bandes-là, il y a des grandes chances qu'il y ait une force telle dans le marché qu'il y a une propulsion qui se poursuive. Donc actuellement, on est encore, c'est mitigé, mais j'ai l'impression que le USD va progresser. Si on regarde maintenant l'or, si on regarde l'or, il y a eu, dans les dernières heures, si on se met en daily, il y a eu un pic qui a été fait hier. C'est un ISI historique, ici. Et par la suite, on a descendu. Le marché hier a été vraiment beaucoup de volatilité. C'est ça le danger de la volatilité. Et aujourd'hui, on a une reprise. Il y a eu une espèce d'engulfing entre la chandelle d'hier et d'aujourd'hui. Et on est revenu pratiquement au plus haut. Ça laisse anticiper, actuellement, on est ici. Donc, est-ce qu'on va continuer à monter ce soir, demain, après-demain? Je ne le sais pas. Mais on a définitivement une configuration ici on est dans le price action et les chances de remonter sont beaucoup plus grandes que de redescendre. Maintenant, avec l'or, faites attention, comme il y a beaucoup de volatilité, il ne faut pas prendre des engagements qui sont trop grands. Mais oui, on devrait aller rebattre le ISI. On est seulement à quelques pips de ce niveau-là. Et la chandelle qu'on a là, un engulfing, c'est souvent un signal assez fort. On ne peut pas se fier seulement là-dessus, par contre, pour prendre une position. Donc, on finit là-dessus aujourd'hui. On n'ira pas plus loin. La semaine prochaine, on va se revoir. On va faire des bonnes analyses techniques. On va reparler aussi des outils Bollinger Band, Keltner Channel. On va en reparler un petit peu plus la semaine prochaine. Donc, gardez le cap. Faites attention à vous. J'espère que votre trading va bien aller. On est dans une situation qui peut être très positive pour ceux qui savent trader. Donc, due diligence, faites votre travail. N'hésitez pas à faire des recherches, à aller au-delà du cadre habituel. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se contentent quand ils font du day trading de seulement regarder leur outil technique. Ouvrez les vitres un peu, là. Ouvrez les fenêtres puis ventilez. C'est important d'être plus intelligent que le trader moyen. C'est pas un hasard que tout le monde se casse le nez souvent quand quelque chose se produit, c'est que les gens font peut-être pas tout le travail qu'ils devraient faire. En tout cas, c'est un des éléments. Si vous voulez nous voir, vous nous appelez, vous venez nous rencontrer et puis faites-nous des thumbs up. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.